Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip & Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. C'est le cas par exemple de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macaire, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailors Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailors propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur sailors avec un Z.com. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. On retrouve Boris Herrmann pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind. Nous sommes en 2009. Il vient de remporter le premier tour du monde en classe 40 et en double, la Portimao Global Ocean Race, et son sponsor le convoque pour lui annoncer une bonne nouvelle. Au large de Lisbonne, j'ai un coup de fil de Beluga. Oui, le patron veut te voir demain. Donc, on tire la barre, on rentre à Lisbonne. Je dis, excuse-moi Félix, il faut que tu trouves d'autres copains pour continuer les chemins. Je prends l'avion le lendemain. L'après-midi ou le soir, je suis là à Bremen, au nouveau siège. Il avait construit entre-temps, il était tellement de succès, là, il a construit le bâtiment plus haut de Bremen. Ouais. Il a mis un restaurant d'étoiles sur le toit du truc. Donc, lui, son avocat et moi, on rentre dans l'ascenseur au 12e étage dans cet restaurant. Au 8e étage, je crois. Bremen n'a pas des maisons très hautes. Et il y a un mur de whisky. J'adore ça. Il y a toutes les blends de whisky. Et là, on s'assoit autour de la petite table avec son avocat. Il dit, Boris, il me tape sur les épaules. Très bien fait, gagné, c'était super beau, c'était safe, tu as tout accompli. Maintenant, on va faire le Vendée Globe. Pareil, tu vas le gagner. On va faire un bateau super beau et ça va être safe et ça va être top. Et il demande à l'avocat, t'as tout noté? C'est bon pour toi? Donc, c'était parti pour le Vendée 2009. Ah, tu vois, j'ai dit que t'étais prêt pour parler. Je connaissais pas cette histoire. Donc quand je dis que t'es prêt pour le Vendée, effectivement, et là, il y a d'autres gens qui le pensent. Ce soir-là, à l'hôtel, il payait l'hôtel la première fois depuis quasiment beaucoup de temps. Je suis dans un hôtel, jamais sinon. Je suis dans la chambre d'hôtel et il avait dit, OK, c'est parti pour mon grand rêve. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, j'ai toute une été. Donc aussi... donc là, on est en 2009. Hein. Aussi, on rappelle chez Gérald Bibot. Ah, tu as l'Aquilaria 2, maintenant on veut le louer pour encore faire des courses, tu vois. Donc on marque son deuxième Aquilaria 2 à Beluga. On fait la Fast and Race ensemble avec Gérald. Mais cette été traîne un peu au niveau de projet avec Beluga. Et je ne savais pas que Beluga va pas très bien. Ils vont faire faillite à la fin de l'année. Mais toute cette année-là, j'ai attendu qu'ils signent le contrat. Et j'ai précisé les contrats. Ils ont souvent redemandé pourquoi et comment, combien le budget. C'était pas trop facile pour moi, cette période-là. J'habitais, je commençais aussi à déménager ici. Donc, j'ai traîné beaucoup ici, dans le milieu. Et mon idée, j'ai démarché tous les chantiers, tous les architectes. Ils m'ont reçu... très ouvertement. J'ai discuté avec Guillaume Verdier, d'autres, comment faire un nouveau bateau pour Beluga, le plus beau bateau. Et donc, résultat de cette enquête qui dure plusieurs mois, c'était Jean-Pierre Dick, Luc Talburdet, c'est l'écurie le plus cadré, le plus, dans mon sens, le mieux organisé. Je veux faire un sister ship de leur bateau, identique, on va tout faire chez eux, en Nouvelle-Zélande, et après, ici, le hangar. À l'époque, c'est un plan phare, hein. Plan, non, c'était le premier Verdier de... Ah, d'accord. Donc, ça aurait été un bon plan de le faire. Ah oui, non, ils sortent du Vendée Globe 2008-2009, ils préparent le 2012-2013, et effectivement, c'est un plan Verdier, d'accord. Et ce bateau-là, c'était un super bateau.
Donc, ça, c'était l'idée. Le contrat a été traduit en anglais. C'était un contrat assez complexe avec Luc Talbordet pour faire un sistership avec les chiffres et tout. Donc, tout était prêt et maintenant, ça traînait quelques mois et j'ai dit à Beluga, l'avocat, là, je parlais plus jamais. Il me répond, le patron Niels, je parle que à son avocat et je lui dis, maintenant, ça traîne quelques mois et il faut que j'aille une réponse. Aussi, les autres, ils veulent savoir, les fournisseurs, Jean-Pierre Dick, etc. Donc, Noël, c'est la date limite. Si je n'ai pas de réponse Noël, c'est mort pour moi. J'étais furieux et il fallait que je fais ça. Je dis ça. Donc, Noël, je suis au cinéma, je me rappelle, avec ma famille à Oldenbourg. Et après, je rentre en vélo chez nous, 8 heures du soir, jusqu'avant le dîner. Et j'ai un coup de fil le 24. En Allemagne, c'est vraiment le 24 Noël, c'est pas le 25. Et l'avocat m'appelle, il dit « Désolé, je sors d'une réunion. » Et c'est foutu, il n'y a plus de Vendée Globe chez Beluga. Donc ça, c'était Noël. Donc c'est Noël 2009. 2010 déjà, je crois. Ouais. Non, encore 2009. Donc 2010, je suis un peu entre... j'ai pas de projet, j'ai perdu tout, je cherche des sponsors. Et je déménage ici à l'Armor. J'habite ici et je commence à m'intéresser au Figaro. Et je vais au pôle et j'ai aucun moyen, j'ai pas de sponsor, rien. Et Christian Le Pape, tout le monde sont très accueillants. Ils disent... qui est le patron du pôle. Hein. Ouais, tu peux venir sur le Zodiac, tu peux venir au stage, écouter. Il y avait un stage, je me rappelle, avec Michel Desjoyaux et j'ai halluciné. C'était top, j'ai appris beaucoup de choses. Et après quelques mois, il y a un stage médical. Il y avait Jeanne Grégoire, Samantha Davis, les deux se préparent pour la Jacques Vabre en double, etc. Et donc, c'est très drôle, je me rappelle les deux, ils jouent sur un petit bébé de réanimation, quelque chose aujourd'hui. J'ai un coup de fil, un numéro espagnol sur mon mobile. Je sors du stage et il y a une voix féminin qui appelle de Barcelone. Tu veux pas faire un tour du monde sur un IMOCA avec un Américain qui s'appelle Ryan Breimeyer et tu le préparais à Concarneau chez Roland Jourdain. Elle le dit comme ça. Comme ça. Une phrase sans interruption, comme je le dis là. Et je dis oui. Et là, on est au début de l'année 2011, quoi. Non, au début de l'année 2010. C'est mars 2010. Ouais. Donc, et c'est qui ? C'était depuis Noël jusqu'à fin mars. C'était trois mois un peu durs. Et c'était l'assistante de Andor, le directeur de la FNOB, l'organisation qui tient la Barcelone. La fondation qui organisait la Barcelona, quoi. La Barcelona World Race, course en double sans escale autour du monde. Petite nièce du Vendée Globe, on peut dire. Et le plan parfait, quoi. Bah oui. Et et elle dit, OK, écoute-moi, avant que tu t'excites trop, il y a 3 phases de test avec toi. On va d'abord te laisser faire une course en Formule 18 avec Ryan pour voir si vous deux vous entendez. Donc, on fait une ride à Brest. Et Ryan, il est beaucoup trop grand, trop lourd pour un F18. Et nous deux, on rigole, on s'entend très bien de la première journée. Je pense on chavire au vent. Et on a beaucoup rigolé et on s'entend super bien dès la première heure. Lui aussi, il fait un peu des tests avec moi. Il me teste si j'aime bien l'alcool, par exemple, si j'aime bien picoler ou pas. Parce qu'il faut aussi de se mettre un peu dans l'ambiance. Ryan Keck, très accompli, très professionnel, qui connaissait le bateau par cœur. Le bateau, c'était le Lombard de Roland Jourdain, Syl Veolia, qui avait fait une très jolie Vendée Globe, jusqu'à abandonner tout à la fin avec problème de quille. Et ce bateau-là, c'était pour nous. Et Roland Jourdain lui-même, il faisait sur un autre plan phare la route du Rhum. Donc nous, on était super écurie, 2 bateaux qui peuvent se entraîner ensemble, se préparer ensemble. Nous, on lui aide à sa préparation route du Rhum. Donc c'est là la première fois que je vois un peu le professionnalisme d'un grand projet. Et comment la FNOB avait pensé à toi ? À cause du Tour du Monde en classe 40 ?
Et puis parce qu'il voulait un équipage international. C'est un peu le marketing. Il faut en allemand. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Parce que le sponsor est allemand, Neutrogena, c'est allemand? Pas du tout. C'est vraiment la FNOP eux-mêmes, l'organisateur de la Barcelona World Race. Ils veulent que la course soit un peu internationale. D'accord. Donc, aussi, la même chose se passe avec un docteur portugais qui finissent naviguer avec Jean Le Cam sur un bateau qui s'appelle Président. C'est espagnol. Ah oui, c'est les deux frères. Je me souviens plus. C'est un cardiologue, mais qui a un très bon niveau. Très bon niveau en voile. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom aussi. Désolé. Je vais trouver. Mais ça, c'était un peu le système de la FNOB. C'est eux qui géraient l'argent, le sponsor, la fondation. Donc tout était un peu mélangé. Et c'est eux qui choisissent les pilotes de leur bateau. Et nous, on s'est préparé toute l'année sans savoir qui serait notre sponsor ou quelle marque on va porter dans la voile. C'était un peu étonnant aussi. C'était Bruno Garcia. Bruno Garcia. Voilà, il est espagnol et ses deux frères. Ils ont fait beaucoup de mini aussi. Et ils avaient un très très bon niveau. Ils ont dématé malheureusement au large des Cap-Verts, dans la mer courte qu'il y a là souvent. Et tu disais qu'il y avait eu 3 phases de sélection. Oui. Donc la première, c'est le F18. C'est le F18. La deuxième, c'est l'alcool. La deuxième, c'était qu'eux, ils donnaient à la parole à Ryan de voir est-ce que tu aimes bien naviguer avec ce gars-là ou pas. Donc ça, c'était très, très chouette, très intelligent de leur part, de dire on ne va pas juste composer une équipe à tout prix. On va vraiment laisser Ryan la place. Il est le premier qui est là depuis 4 ans avec ce bateau, qui connaissent le bateau par cœur. On va lui laisser la parole de dire oui ou non à Boris. Et la troisième, c'était Bilou, Roland Jourdain, qui devrait juger si moi j'aurais... Donc je me rappelle le jour où Bilou, devant Roland Jourdain et Sophie Verceletto, je suis assis dans leur bureau et ils me posent les questions, ils mettent le doigt un peu. Est-ce que tu as connaissance de ça, de ci? Est-ce que tu connais ça? Tu as quelle motivation? Est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu es bien élevé? Non, mais je comprends aujourd'hui de ma perspective d'imaginer de laisser partir mon bateau avec un autre skipper beaucoup plus jeune, ce qui est le cas pour nous aujourd'hui avec Will Harris, qui va prendre notre bateau aussi quand je ne suis pas là. Ça, c'est quelque chose, quoi. Non, c'est un truc qui te tient tellement au cœur et qui est le nerf de vie de ta boîte et de tout ton entourage, de 20 familles qui dépendent de ce bateau. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive à ce bateau, ça peut être la fin de beaucoup de choses. Et donc, laisser son bateau que lui, il avait construit et fait le Vendée avec à nous, c'est un grand pas pour aussi le grossissement de l'écurie de Roland Jourdain. Oui. Et alors, comment se passe la Barcelona? Vous faites 5e. Hein. On fait 5e avec beaucoup de pépins techniques, avec un bateau très bien préparé qu'on connaissait bien. On a eu de la chance, mauvaise chance à la fin du Pacifique. Le vérin de quille a un problème. Le joint de piston explose dans une vague. Le bateau saute à pleine balle. Et donc, problème, on ne peut plus quiller vraiment. Et au Cap Horn, le J2 tombe, donc le hook cassé. On n'a plus de J2. Et après, d'autres petits problèmes. Donc, remontée de l'Atlantique, on est encore 3e. Ou 4e, 3e, je crois. Et on se fait doubler par Estrella Damm et à la remontée. Ça fait une course très très longue, 100 jours en mer. Le 12 avril 2011, j'arrive à Barcelone vers midi, c'est un dimanche. Le port est plein de monde, c'est chouette. Mais c'est ma première journée à terre dans l'année 2011. Le 12 avril. Ah oui. Imagine, on est parti le 31 décembre 2010 à 12h. Et le 12 avril, c'est la première journée à terre. Imagine, hein, ça fait long. Et ça te confirme dans ton envie de faire le Vendée Globe encore? Oui, depuis 2008, 2008-2009, c'est clair. C'est le grand rêve, c'est ça. Les IMOCA, c'est puis là, tu as fait l'IMOCA, voilà. Aussi, déjà, quand j'ai fait en classe 40, la Transat anglaise, là, Z-Transat, le départ est avec les IMOCA. Et au port, j'avais vu tous ces écuries de l'IMOCA. Loïc Perron qui partait avec Gitana. Ça fait rêver, hein, ces choses-là. Bien sûr, depuis là, c'était clair. C'était l'objectif super clair. Et la cohabitation avec Ryan Braimeyer pendant 100 jours, justement?
On est comme des frères aujourd'hui, et je pense dans les relations de frères, il y a des positifs et des négatifs. Et il y a des moments durs aussi, c'est un caractère très fort, très net, très dur parfois, il peut être dur avec des gens. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et on a une amitié très très forte. Et je pense, tu vois, peu importe comment ça va entre deux personnes, passer 100 jours sur 4 mètres carrés, c'est toujours quelque chose de marquant. C'est peut-être plus difficile, peu importe qui c'est peut-être plus difficile que le solo, que le faire en solo, parce que tu ne peux pas exprimer tes émotions devant l'autre. Parfois, oui, on peut, mais si les deux faisaient ça tout le temps, tu ne peux pas performer. C'est ça la grosse différence entre solo et équipage, et double, là, dans ce sens, c'est plus de l'équipage. Tu es beaucoup plus... tu gardes les choses plus pour toi. Pendant 100 jours, tu ne t'exprimes pas trop tes émotions. Pendant le Vendée Globe, on se permet à faire ça devant le caméra. Ouais. Tu ne fais pas ça en équipage, c'est bizarre. Sinon, ça sera encore plus long. Oui. Après cette Barcelona, en fait, un peu comme la fois d'avant, on se dit, ça y est, t'es mûr pour la Vendée, tu vas trouver des sponsors, et en fait, tu vas pas y arriver, et tu vas plutôt passer des années là, tu vas te mettre au multicoque avec Maserati et Giovanni Sollini. T'arrives pas à trouver les sponsors, qu'est-ce qui se passe? Tu continues à chercher, à essayer de monter un projet? Le projet avec Maserati, c'est un petit peu en attendant. Comment Pendant la préparation de la Barcelona World Race, à Barcelone, j'avais trouvé une copine espagnole. On habitait ensemble après l'arrivée. Pendant une année, je suis resté là, ou presque 2 années, je restais là. Et la Barcelona m'a permis de rentrer dans le milieu vraiment professionnel, dans le sens de devenir navigateur professionnel, donc quelqu'un qui est payé à la journée pour des régates, IRC, etc. et d'autres. Donc, Jochen Schumann, un fameux navigateur très grand navigateur allemand, multimédaille olympique. Oui, 3 médailles, ou 4. Oui. 3 d'or et une argent. Là, tu sais mieux quoi. Ouais. Et 2 coupes de l'Amérique gagnées avec Alinghi, et plus de d'autres coupes à faire, etc. Un gars exceptionnel qui mène un projet franco-allemand avec Stefan Kandler de TP52 qui s'appelle All for One, Audi All for One. Et il mène ça, il est skipper, il est barreur, avec une super équipe, et il veut changer le navigateur. Et il dit, OK, là, j'ai la possibilité de donner l'opportunité à un jeune Allemand de rentrer dans le milieu professionnel. Il me fait le briefing pendant un salon nautique à Hambourg. Il dit, OK, Boris, tu es à cheval à rentrer là-dedans. Si tu te formes bien et tu as Deckman, connaissances, les décomptes au départ et tout, on va tout faire pour que tu puisses y arriver à être au niveau pour faire la saison en TP52. Il menait un autre projet, le Estimate Europa, en 100 pieds, en maxi 100 pieds, avec Juan Villa en navigateur à bord. Et comme ça, il m'a invité d'être co-navigateur à côté de Juan Villa. Bon apprentissage. Donc, Juan Villa me donne chaque départ de course ou de cours d'entraînement, ce qui est aussi important. Il me donne l'ordinateur dans ma main, il me laisse moi parler à l'équipe, et il est derrière moi, il me souffle dans mon oreille. Imagine, c'est le stage parfait, quoi. Et comme ça, j'ai 7 entraînements sur Estimate Europa. Estimate Europa, c'est le plus beau bateau dans la Méditerranée. Ça gagne toutes les courses de loin en temps réel. Et donc, c'est un peu moins tendu. Et sur le TP52, on peut performer pas mal. On gagne la Copa del Rey et on fait, je sais pas, 3e de la saison ou quelque chose comme ça. Et donc, comme ça, j'ai perdu mon sponsor Beluga. J'ai fait la Barcelona et je ne retrouve pas de nouveaux sponsors, mais quand même, je peux travailler, je peux acquis de l'expérience grâce à ce nouveau truc que je n'avais jamais connu, d'être professionnel vraiment dans une petite domaine. L'électronique, calibration, la perf et tu vois, ce que fait un navigateur sur les courses Grand Prix. Et Juan Villa, juste pour l'anecdote, il va battre le trophée Jules Verne avec Banque Populaire et Loïc Perron. Quasiment dans ces années-là, à peu près à ce moment-là. Jusqu'avant ça, oui. Juste avant ça. Voilà. Juste pour que les auditeurs comprennent qui est le mentor qui te forme à ce moment-là. C'est toujours aujourd'hui un des plus grands navigateurs, avec Marcel Van Trieste, avec 2, 3, 4 autres. Il y a les Américains là aussi, comment ils s'appellent, Will Oxley et Stan Honey. Mais ce sont, je pense, les 4-5 noms les souvent plus, à l'international, ouais.
Et donc, énorme chance de pouvoir faire ça avec Juan Villa. On partage la chambre d'hôtel souvent. Ah oui. Et sur les vols, on est assis côté à côté. Donc, c'est la fille logistique qui gère ça. Et avec Jochen Schumann, c'était toujours jamais chambre seule. Hein. Toujours 2 personnes dans la chambre, quelque chose comme ça. Parfois, je rappelle mon équipe ici, comment ça c'était à l'époque. Tu vois. Et il ronfle beaucoup hein, aussi. Mais il m'a tellement impressionné. Il lit les bouquins, tu vois, le hebdomadaire de la mathématique ou de la physique, tu vois. Ouais. Il a étudié, il a un diplôme physique et mathématique, ou informatique, je ne sais plus. Il s'est programmé, il écrit des scripts, des trucs, et il était, pendant les trajets d'avion, il me raconte la haute théorie mathématique, quel il y a comme nouveau théorème qui est un peu encore résolu, tu vois. Et du coup, alors, comment t'embarques avec Soldini sur Maserati? Tout à l'heure, je parlais de multicoque. En fait, à l'époque, c'est un monocoque. Exact. C'était Giovanni Soldini voulait faire la Volvo Ocean Race. Donc, avec John Elkann, le patron de Fiat, ils ont dit, OK, on va acheter un bateau. Ils achètent Ericsson 4. Donc, ça ne se fait pas trop. Il manque un peu de sponsoring et budget pour leur Volvo Ocean Race. Et donc, Giovanni se dit, OK, je fais un peu à l'IMOCA. Parce que Giovanni, il avait fait beaucoup de l'IMOCA avec Fila. Il a gagné la Bock Race, etc. Il a un peu transmis ça sur ce nouveau bateau. Petite équipe, petite logistique, budget réduit. Et on va faire plein de records et régates autour du monde. Donc, la Transpac, la Cape to Rio, la Sydney Hobart, le record de l'Atlantique du Nord et tout ça. Donc, il me parle de ça en 2011. Il m'invite à venir pour ça. Et on s'est connus grâce à The Transat en 2008, là, où lui, il gagne, moi, je fais deuxième. Et on est parfois en couple avec les 2 bateaux. On dort tous les 2 sur nos bateaux, les classes 40, quelques années plus tôt. Et donc, on se connaît parce bien. Que lui, il est avec son fameux plan Verdier qui gagne tout, là, c'est ça? Ouais. Exact. J'ai oublié le nom, d'ailleurs, mais... Italia, Telecom Italia. Telecom Italia, qui va être loué un nombre de fois, qui va courir un nombre de fois absolument incroyable, quoi. L'un des tout premiers plans Verdier en classe 40. Un bateau qui est mortel, oui. Voilà, et comme ça, j'arrive à Zarzana, comment ça s'appelle, La Spezia, quelque chose comme ça. J'arrive en Italie, là, près de Gênes, et je rentre dans la famille de Giovanni. Ça devient une grande amitié, et son bande de copains autour de lui. Et ça m'a beaucoup marqué, sa façon à faire, avec une groupe des copains qui voyagent le monde et qui se débrouillent tout seuls pour réparer le bateau, pour maintenir le bateau. Donc, chaque navigateur a aussi un rôle de préparateur. Et ça fait que tu restes beaucoup de temps ensemble, on va au bar le soir. Et on a fait 5 ans comme ça. Pendant ces 5 ans, j'ai aussi navigué en TP52. C'est ça, c'est 2 mondes très différents d'ailleurs. Oui. Alors, j'imagine que entre le monde de Jochen Schumann et de Juan Villa et le monde de Giovanni Soldini, c'est presque les 2 extrêmes, quoi. Exact, 2 extrêmes, chouette à voir. Et moi, je peux m'adapter à Jochen Schumann parce que je suis levé avec les mêmes valeurs allemandes, d'être super carré. Tu vois, il fait les emails le soir, quelles chaussons il faut mettre. Il y a un jeu de vêtements Adidas pour chaque équipier le même. Il faut déjà remplir un tableur quand tu le reçois. Et là, il y a des petites chaussons courts, des chaussons longs et noirs et blancs. Et l'email du soir confirme quel il faut mettre le lendemain. La tenue du lendemain. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des journées avec chaussons blancs et des chaussures bien sûr. noires. Donc tout est carré, super carré. Et je trouve ça bien. Hein. C'est pas mal. Et c'est très beau sur les photos. Imagine, il y a tout blanc et un mec noir. Et Giovanni, en fait, vous n'avez même pas tous les mêmes cirés, c'est ça? Au début, oui, parce qu'il avait un sponsoring avec Zegna, une marque italienne de mode. De costumes, ouais. Et donc, on a eu des cirés Mosto marqués Zegna, et on était très bien équipés avec des super fringues, avec des très bonnes couches partout. Ça, c'était pas la grosse différence. La grosse différence, c'était vraiment la façon de... le leadership est très différent, où c'est très explicite avec un Jochen Schumann. Tout s'est dit explicitement et est mis dans un tableur et est compté exact. Avec Giovanni, c'est au feeling. Et c'est pas exprimé explicite. Ils s'entourent avec des gens qui font un peu... qui assument
ce qu'il faut faire. Et il n'y a jamais un team meeting. Il y a des petits échanges, mais pas de temps gaspillé avec des meetings à la con. Tu vois. Giovanni, quand le sponsor appelle, il met un peu le téléphone entre son épaule et l'oreille. Il continue à bricoler avec le Sika, avec la colle entre les mains. Et au début, j'ai un peu halluciné. J'ai pensé, c'est peut-être pas très professionnel. Mais aujourd'hui, je vois une énorme force et une énorme valeur là-dedans. Et j'ai retrouvé exactement la même chose avec Francis Joyon. C'est de ne pas se perdre dans les tableurs Excel, dans le faux planning, dans l'idée de pouvoir contrôler les choses. Sur un bateau, tu ne sais pas comment le bateau rentre le soir, qu'est-ce qu'il doit casser. Et bien sûr, on peut bien gérer une équipe, mais si tu as une très bonne équipe, elle peut se gérer presque tout seul, tu vois. Et Giovanni, il a mis de l'âme dedans. Et tout le monde était, tu vois, avec un amour pour l'équipe, pour le bateau, avec toute une émotion. Et ça fait que ça marche un peu tout seul. Et ça t'inspire beaucoup pour le management de ton équipe aujourd'hui ? Oui. On est, tu vois, je suis inspiré par ça, par Jochen Schumann aussi, parce que... Mais ça, c'est plus ta culture naturelle, comme tu disais. C'est un peu, oui, mais donc on se cherche, on essaye différents styles de management aussi, et je pense qu'il y a des phases différentes où il faut aussi changer. Il faut savoir changer le style entre très rigoureux autocrate. Et l'idéal, c'est que les gens, ils savent ce qu'il faut faire, ils gèrent eux-mêmes, ils ont la responsabilité, et ça, c'est beaucoup plus motivant pour chaque boat builder, pour chaque équipier de s'exprimer avec leurs expériences aussi. Tu as parlé de Francis Joyon tout à l'heure, qui est un autre style de management encore. Comment tu te retrouves embarqué sur le projet ? Donc, vous faites le trophée Jules Verne en 2015-2016. Hein ? Alors, comment je me trouve embarqué là-dedans ? C'est grâce à Ryan Breimeyer, mon copain de la Barcelona World Race, qui a trouvé un super sponsor entre-temps, un Américain, Renaud Laplanche, qui a une boîte qui s'appelle Lending Club, un truc finance qui va à la bourse en New York. Super succès. Donc, lui et Ryan, ils décident de faire un énorme IMOCA à 100 pieds pour battre tous les records de monocoque. Donc, ils louent l'ancien Groupama 3. Oui, c'est leur projet de faire ce bateau. Et entre-temps, pendant la conception et construction, juste pour jouer un peu, pour naviguer un peu, ils louent Groupama 3, qui devient en même temps IDEC. Et donc, entre la transition Banque Populaire, le bateau s'appelle Banque Populaire. Groupama 3, Banque Populaire, exact. Lending Club, IDEC. Et donc, ça permet Francis Joyon de le financièrement gérer mieux, de le louer pendant une saison à Lending Club et à Ryan. Et il y avait 2 mâts sur le bateau, un grand mât et un petit mât. Et Francis, il a tout de suite dit, je veux le petit mât pour faire mes trucs un peu en solitaire, etc. Et donc, il loue le bateau avec le grand mât. Et le grand but, c'est de battre le record de la Transpac, ou de gagner la course ou battre le record. Donc, Los Angeles à Hawaï. Et donc, Ryan, il gère ce projet il s'entoure bien avec des gens expérimentés, entre autres, comment il s'appelle, le sailmaker de Incidence Voile. Son fils, il navigue là. Jean-Baptiste Levaillant. Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste, c'est celui qui dit à Francis Joyon, tu peux considérer Boris. Ou moi, je demande, je capte que c'est Jean-Baptiste Levaillant qui gère un peu ou qui scout un peu les équipiers pour Francis. Donc, je lui dis, je veux être là avec Francis. Et donc, moi, j'avais géré l'électronique, on a essayé de faire marcher l'électronique et le navigateur sur Lending Club pendant une petite saison. Et c'est un argument pour Francis de partir avec moi. Et alors, c'est comment de naviguer avec Francis Joyon ? Génial. Pour moi, c'est un personnage exceptionnel avec une vision forte et avec une force, tu vois, une force dans la tête qu'ils ont très peu de monde. Donc, je pense dans l'histoire de la voile, je ne l'ai jamais croisé, bien sûr, mais j'imagine un peu Tabarly comme ça, tu vois. Force dans la tête, tu vois, force de nature. Et je me rappelle, on est parti pour le trophée Jules Verne le même jour que Spindrift, et on est moins rapide au début. Donc,
On est dans l'hémisphère sud, Atlantique Sud, dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, 800 000 derrière. Et on a un pépin sur le foil tribord, c'est un peu cassé. Donc, c'est Francis lui-même, torse nu, super fort, là, c'est un grand costaud, très très fort. Et là, il répare tout tranquillement le foil. Donc, il met la strate autour, etc. Et le reste de l'équipage est un peu dans leur coin. Ah, c'est la merde, on est derrière. Est-ce qu'on s'arrête à Cape Town, tu vois? Et là, Francis, il nous regarde comme on était débiles. Mais un peu avec une... il nous regarde, il dit, les gars, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Pour moi, c'est un motto clé de Francis Choyan. Et il le dit avec une légèreté, tu vois. Il est pas lourd dans son âme à ce moment-là. Il n'a pas de regret d'être 800 000 derrière. Lui, il le sent qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et pourquoi pas une autre dépression nous amène un peu plus sud que Spindrift. On passe très sud et on est devant eux au Cap Horn. Quelle surprise, quelle bonne surprise. Et donc là, c'était vraiment, tu vois, lui, il a une vision, tu vois, et il a l'expérience aussi. Il a fait tellement de tours du monde, il sait que 800 000, tu peux les rattraper. Dis ça aux coureurs jeunes du Vendée Globe. Lui, il va se mettre à pleurer dans sa banette quand il aura 800 000 de retard. Bon, c'est autre chose avec les ultimes parce que tu peux plonger aussi sud que tu veux. Ouais. Donc, nous, on plonge vraiment très, très sud. Ça pique tellement froid avec l'apparent sur la barre. Il n'y avait pas de pilote. Le vent apparent. Ouais. Et puis il n'y a pas de protection. Hein. Il y avait une petite truc, mais quand même, le vent, il fait, je ne sais pas, 4 degrés, quelque chose. Et non, mais Donna Barterel, il fait un email. Les gars, vous n'êtes pas raisonnables, vous êtes trop sud, on ne peut pas faire un gentleman's agreement, on ne peut pas plonger aussi sud. Et il n'a pas répondu, il a fait son truc et il a jugé le risque, il a maîtrisé le risque, je pense. Donc Donna Barterel, elle est sur Spindrift, hein, juste pour repréciser le contexte. Et donc les deux bateaux sont sur la même tentative. Et donc elle demande, elle dit, il faudrait qu'on se mette d'accord et Francis ne répond pas, quoi. Je ne suis pas sûr s'il répond. Je pense qu'il ne répond pas. Il ignore ça un peu. On avait les surveillance satellitaire avec Marcel van Triest et le provider à Brest, la CLC, ou comment il s'appelle? CLS. Et donc c'était bien, on n'est pas parti dans l'inconnu. C'était jugé, quoi. Mais bien, c'était bien maîtrisé. Et Francis, son style de management était étonnant. C'était petit cahier, papier, donc à la Trinité, les préparations. Petit cahier, papier et stylo. Des petites worklists, tu vois. Pas des conneries, des gros tableurs Excel, des worklists, des Wrike ou Asana ou je sais pas quoi. Petit truc comme ça, il avait la règle d'or pour lui. Je ne suis pas plus tard que 10 heures sur le bateau. Peut-être 3 ou 4 heures du bureau le matin. Après... je ne veux pas passer plus que la moitié de journée, ou entière de la journée au bureau, parce que sinon, ce n'est pas l'activité que je veux faire dans la vie. Je veux être sur le bateau. Il y a beaucoup aussi, même pour lui, à gérer des achats, des voiles, des trucs. Il fait tout seul. Et donc, il réduit ça au minimum. Et la gestion à bord, c'est très pragmatique, avec un petit notepad papier. Et ça, c'est quelque chose, humainement, c'est très différent que les tableurs Excel, les trucs sur le mur imprimés, quelque chose. C'est très personnel, hein, si tu as ça. Et il te regarde dans les yeux, il y a 2 choses à faire aujourd'hui, absolument. Tu sens beaucoup plus les priorités. Tu ne te perds pas dans les délires, des petites choses. C'est toujours à l'essentiel. Non, j'ai beaucoup de respect pour ça. Alors, sur cette tentative de trophée Jules Verne, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas battre le trophée Jules Verne, il va le battre dans la tentative suivante, mais tu seras pas à bord, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Exact. En même temps aussi, on avait démarré un projet avec les Monégasques en 1932. Voilà. Et donc, grâce à ça, je trouve un peu un gars un investisseur pour Unimoca. Alors voilà, donc, on va très vite, mais juste... on peut, tu vois, pendant cette période avec Francis Choyan, mon projet Imoca se met en place. Exactement. J'ai un bateau, mais je suis encore censé de partir avec Francis Choyan. Donc, je pars avec lui, première attentive. Et on revient, la fenêtre n'est pas bonne, on part une autre fois, on part un peu plus loin, on va jusqu'au Cap-Vert, on voit les Cap-Verts, et la fenêtre se ferme et on a aussi un problème de dérive. On fait demi-tour et après une journée, 2 journées, demi-tour, pendant un quart de nuit, il est à la barre, sous les étoiles, je viens vers lui, désolé Francis, je dois débarquer. Et
Il dit rien pendant un moment. Je sens que ça lui va pas bien, que ça lui plaît pas. Mais il dit, OK Boris, une condition. Si tu mets ton IMOCA en route, tu mets un message pour la protection de l'océan ou de la planète sur ton bateau. Ah ouais. C'est ma condition pour que je te laisse partir. Incroyable. Incroyable. Et les choses pour nous, ils évoluent un peu par hasard, mais dans ce sens-là, et 2019, on commence à mettre la fondation et Alors, voilà, les slogans, etc., pour la protection du climat. On met ça sur le bateau et j'appelle Francis, tu vois, j'ai tenu ma promesse. je voudrais quand même qu'on revienne à la rencontre avec avec les Monégasques, comme tu dis, parce que c'est un peu la rencontre fondatrice qui t'amène aujourd'hui à avoir ce beau projet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se goupille et quand ça se met en place? À partir de quel moment tu rencontres le jeune Casiraghi? C'est bien avant de ce moment-là. Ouais. Donc l'épisode avec Francis Joyon, c'est 2017, début 2017. Donc c'est 2013, 4 ans avant, que je suis à Cape Town en décembre. Il fait 40 degrés, chaud, Noël, et on prépare la Cape Torio Race. Et le fameux John Elkann, le patron de la boîte Maserati, qui est le sponsor, et de Fiat aussi, ce patron est censé venir, mais il ne peut pas, dernière minute, il envoie quelqu'un d'autre. Pierre. On ne sait pas qui c'est Pierre et Giovanni. Donc un jour, le matin, je suis en train de bricoler sur le bateau avec l'électronique. Je fais un nouveau câble GPS depuis le dôme arrière à la station de la table à carte. Ça prend quelques heures parce qu'il faut passer tout le câble. Donc, Giovanni, il tape sur le pont. Sors Boris, je te présente Pierre. Ça, c'est Pierre. Il peut t'aider. Il va me faire la course avec nous. C'est un jeune qui est là sur le pont et je ne connais rien. Je dis, OK Pierre, alors viens, tu peux m'aider à mettre le câble. Donc, il se plonge tout de suite, on se serre juste la main, il va dans le bateau, il passe ce câble et 2 heures après, il sort complètement mouillé, transpiré, parce qu'il faisait super chaud. Il avait passé le câble par tous les petits coins et cloisons. On branche le câble, GPS marche, on va déjeuner et on commence une amitié. Et je ne savais pas du tout qui c'est, Pierre Casiraghi. Et pendant la régate, il raconte un petit peu de Monaco, etc. Mais on a vraiment une amitié très naturelle. Et c'est peut-être bien de se rencontrer loin de Monaco, comme ça. Et Pierre, c'est quelqu'un qui adore la camaraderie, qui adore dormir par terre, être avec ses camarades, sur un voilier, tromper, être pareil que les autres, pas être privilégié comme il peut être peut-être à Monaco. Tu vois, donc, pour expliquer, c'est un membre de la famille princière de Monaco. C'est le fils de Caroline de Monaco, c'est ça, qui est la sœur du prince régnier, si je ne me trompe pas. Hein. Oui. Donc, il est plutôt habitué à être dans les pages des magazines. Mais donc, du coup, là, c'est pas du tout le cas, quoi. Oui, exact. Moi, je ne le connaissais pas, mais les gens qui sont plus souvent au coiffeur, moi d'ailleurs, je dois y aller bientôt, mais les gens qui lisent ces magasins, Yellow Press un peu, ou d'autres médias, mais il est là souvent, cette famille-là, ils sont souvent très médiatisés, personnalisés, les celebrities, etc. Moi, je ne connaissais pas trop. Mais c'est bien parce que ça permet de se voir très naturellement et pas avoir de timidité. Et alors, du coup, comment vous montez un projet ensemble ensuite? Donc, à bord, déjà, on commence à se bien connaître. Au Brésil, on fait des tournois de foot sur la plage, on arrive là, on passe encore une semaine. Et ensuite, il m'invite à naviguer un peu à Monaco. Il mène un petit projet de TP52 pour la Palerme-Monaco. Qui vient d'avoir lieu, là. Oui. Donc, tu vois, comme ça, et on commence une amitié ensemble. Il se développe une amitié. C'est un vrai voileux. Hein. Je crois qu'il est vice-président du Yacht Club de Monaco, qui est une énorme institution. Oui, exact. Ça lui tient beaucoup. C'est pas un yachtman, quoi. Exact, non, c'est un personnage très particulier, très, très loin du cliché que les gens puissent assumer en lisant les journaux. C'est quelqu'un qui, comme je dis, il adore la camaraderie sur les bateaux et ces valeurs-là. Et donc, ce voyage avec Giovanni, c'était juste le truc parfait pour
pour nous et pour lui et pour apprécier ça ensemble. Et il nous dit déjà à bord, si jamais j'aurais un bateau de course, il nous dit ça en 2013, ça s'appelait Malizia. Malizia, c'est le mythe de fondation de Monaco. Francesco Grimaldi qui a conquis le rocher en 12 099. T'es calé, donc. C'est le numéro de course de notre bateau aujourd'hui. Il a été surnommé Francesco Malizia. Parce que c'est l'histoire. Donc, l'écurie Malizia, il se crée un peu dans cette période où je navigue avec Francis Joyon. Pierre m'appelle, après le trophée Jules Verne, où on est 48 heures en retard pour battre le record. Il me rappelle une semaine après, viens à Monaco, surprise, on a une idée. Je prends le vol, je viens à Monaco. Il est là avec le secrétaire général et quelques autres membres du board du Yacht Club. Ils disent, OK, création de l'écurie de Yacht Club de Monaco. Team Malizia, GC32, c'est parti, Boris, tu gères. Et voilà, je prends le téléphone, j'appelle les gens que je connaisse, là, le gérant de Spindrift, je savais, eux, ils ont aussi un GC32, je demande si c'est à vendre, tu vois, en bateau neuf, quel délai, quel équipier. Et Pierre et moi, on avait navigué sur Oman Sail avec Sidney Gavinet à Kiel, un peu avant. Et on avait rencontré Richard Mason sur ce navigation. Et c'était un gars qui faisait beaucoup de GC32. Donc, tu vois, comme ça, on a construit un peu l'équipe. Et Richard a proposé Sébastien Coll. Donc, on a constitué rapidement une très bonne équipe avec le pape, un coach Ponceau, Pierre-Alexis Ponceau. On appelle lui pape. Surnom le pape. Donc Pierre-Alexis Ponceau, coach. Donc super équipe, tout de suite, out of the box. On commence au lac de Garde, de vraiment prendre un énorme plaisir à naviguer avec le GC32. C'était 2016. Et donc, écurie assez bien cadrée, je sais pas, assez bien présentée. Pierre, il a toujours fait très attention au marquage, aux vêtements, tout était très, très bien présenté. Et comme ça, on a pu aussi, tu vois, impressionner certains guests qui sont venus et qui se sont dit, OK, peut-être pourquoi pas une suite en IMOCA, soutenir plus ces jeunes-là. Et à partir de quel moment ça se transforme, à partir de quel moment le projet IMOCA arrive ? Rapidement. C'est la Copa del Rey 2016, donc jusqu'à la 3e régate qu'on vient de faire en GC32. On a des guests à Palma de Mallorca qui naviguent un peu avec nous, qui viennent à la remise de prix. On gagne le prix Owner Driver. C'est Franck Camas, je pense, qui gagne la course et nous, on est, je sais pas. Voilà, une catégorie spéciale quand le propriétaire est celui qui barre et non pas un autre skipper talentueux. Et on est là sur la scène avec le roi espagnol, super photo, tout est chouette. L'ambiance de l'équipe est très très bonne. Et donc ça inspire les guests. On a fait une fête aussi pour toute la classe GC32 dans notre maison, dans la campagne. Là. C'était toujours des anecdotes fameuses de ça. Et là, il y a les deux personnes clés du début qui disent si jamais le Yacht Club assure le minimum de financement du bateau, moi je mets l'argent pour acheter le bateau. Et un autre gars qui vend son bateau de course en Allemagne et qui dit OK, si je vends mon bateau de course, je me débarrasse de tout ça, je mets un peu d'argent pour faire Bermude-Hambourg, une course avec vous sur votre bateau. Et comme ça commence à se mettre en place. Et ça se débloque vraiment au 6 novembre 2016, au jour de départ du Vendée Globe. On invite ces gens-là, et Pierre est là aussi, et Ryan aussi. Et on est tous sur la vedette, on voit ces bateaux partir. Et le gars qui après doit acheter le bateau, il dit « Génial, c'est tellement émotionnel de voir tellement d'émotions de voir ce départ. » Il faut absolument qu'on le fasse, ce Vendée Globe, quoi que ce soit. Je vais acheter le bateau tout de suite, aujourd'hui. Rentrez vite avec la vedette. On cherche Cyril Dardashti de Gitana. Il vient le chercher un peu vraiment speed. Il cherche sa main. Donne-moi ta main. Je veux ce bateau, je veux ce projet, je veux que ça a lieu. Ah oui. Gerhard Senft, en allemand, qui nous prête l'argent pour acheter, ou qui achète le bateau. C'est lui qui achète. Vous avez un mécène qui achète le bateau et c'est le club de Monaco. Ouais. Et vous lui louez. Oui. D'accord.
Et c'est le Club Monaco qui met le budget de fonctionnement au départ, quoi. Juste de location et de l'assurance. On n'a pas de Ah oui, il n'y a pas de fonctionnement, Il juste y a la du location. fonctionnement D'accord. pour le GC32. Les 2 bateaux courent en même temps en 2017. Et pour l'IMOCA, on n'a quasiment pas d'argent. Tout, très, très peu. Et pour ça, le début est encore une longue anecdote où on a juste une personne de l'équipe, Milena, une jeune fille de la Trinité et Lorient qui nous aide à mettre le bateau en route au début. Et donc on descend à Monaco pour le Grand Prix, par exemple, pour le Grand Prix Formule 1. Il nous demande de venir pour montrer le bateau, mais il nous donne pas encore la place au port. Au port. Et pas d'assistance, pas de Zodiac, pas d'hôtel. Donc on quasiment dort à côté sur un Airbnb ou sur le bateau et on a un stand-up paddle gonflable et on se met sur les petites bouilles dans la mâle à baie jusqu'à côté de Monaco pour amarrer le bateau pendant la journée quand on n'a pas la place au port. Donc les débuts, Milena et moi, on arrive à Lorient au port, elle est sur le bout d'or et face au vent, on approche le ponton principal là au milieu et descend jusqu'avec une amarre, parce qu'on n'a pas de Zodiac et rien, pas d'équipe. Et elle amarre le bateau et on court les courants, les pontons pour chercher des gens, des volontaires pour amarrer le bateau. Et c'est souvent Alain Gauthier qui nous dépanne un peu avec son Zodiac. Donc au début, c'est vraiment bricolé, quoi. T'as juste le bateau et t'as rien d'autre, quoi. Il n'y a rien. Ouais. Donc tu vas te mettre à chercher des sponsors, j'imagine. Oui, une longue phase de recherche d'argent. Donc je gère le projet, je ne sais pas comment je fais à l'époque, gérer le projet GC32, courir tout le GC Sailing Tour. Donc là, on est en 2017, parce que du coup, le Sébastien Josse qui fait le Vendée Globe 2017, vous achetez le bateau avant le départ, en fait, c'est ça, hein, oui. ce que je comprends. Oui. Et donc, du coup, le bateau retour cargo depuis l'Australie. Donc, vous le récupérez, j'imagine, début 2017. En mars, mise à l'eau en mars. Team Gitana a fait un super boulot. Le bateau est très abouti à ce moment-là. Tous les problèmes de naissance sont réglés. Ça, c'est la grosse chance qu'on a. On a un super bateau dès le premier jour où il fallait très peu de maintenance. Et ça nous permet de faire une année complètement dingue avec très peu de moyens. Faire GC32 et IMOCA. Et avec l'IMOCA, 2 fois pendant cette saison, on descend à Monaco. Donc, complètement fou. Ça fait déjà 5000 milles. Tu vois. On départ dans le sud pour le Formule 1, là, pour le Grand Prix en mai. On revient ici pour faire le Fastnet. On fait 3e du Fastnet, meilleur résultat du bateau, jamais. Avec Pierre à bord, en double. Et en vue du premier, là, on voit le premier à la ligne d'arrivée. Et on redescend tout de suite à filer pour faire la Palais à Monaco. Et on remonte avec Thomas Rouillon à bord pour faire la Jacques Vabre. Et la Jacques Vabre avec Thomas Rouillon. Et tout ça en faisant aussi les courses en GC32. Et que moi, je suis le seul team manager à gérer tout ça. Et tu cherches des sponsors en même temps. Et à chercher des sponsors. Je sais pas, c'était une année de folie. Et tu as trouvé ? On a trouvé BMW pendant 2 années, EFG Bank, qui sont toujours sponsors aujourd'hui. BMW a arrêté 2018, je crois. Et c'était difficile à trouver des vrais grands sponsors qui donnent vraiment, qui permettent à l'équipe de se mettre vraiment en place pour gérer comme il faut l'IMOCA. Ça, on trouve 2019, fin 2019. Donc ça prend... Ouais, parce qu'il y a une route du Rhum. Alors, vous faites 4e de la Jacques Vabre avec Thomas Rouillon, ce qui est plutôt un bon résultat. Hein. 5e en IMOCA de la route du Rhum, ce qui est plutôt un bon résultat aussi. Et 2019, il y a le Fastnet. Alors là, tu changes d'équipier parce que tu t'aurais dû faire la Jacques Vabre normalement avec Pierre Casiraghi. Oui, c'était un peu mon rêve, et son rêve peut-être aussi, mais je ne sais pas, c'était trop long, et peut-être il n'a pas vouloir dire non trop vite à ça, mais je pense que c'était assez clair dès le début. Mais de toute façon, on a fait d'autres courses ensemble, hein, la Giralia, des trucs comme ça qui sont un peu... c'est difficile pour lui de partir à 25 jours en mer, quoi. Oui. Et puis c'est des bateaux exigeants, enfin, il faut un niveau... Ça, il a la volonté, le niveau, il est beaucoup plus dur que tout le monde que je connaisse. Il fait des commandos avec la marine, il s'entraîne, il fait des trucs, je sais pas, des trucs de dingue. Et il est très, très dur. Mais c'est juste pas avec ses autres obligations. C'est un peu trop long de partir, jeune famille et tout ça. Et le business qu'il fait. Donc, je cherche un coéquipier. Je cherche un coéquipier idéalement qui amène un peu d'argent aussi. C'est pas facile. 2019, on est un peu coincé.
Et Pierre, il est là à dire, c'est difficile, l'IMOCA, on ne trouve pas d'argent, pourquoi on ne le met pas au garage et tu le sors 2020 juste pour le vendre, quoi. On arrête là un peu de faire ces courses de conneries. Jacques Vabre, c'est quoi ça? Et moi, j'ai vraiment envie de le faire. Il y a un journaliste anglais qui m'appelle, qui dit « Ah, je connais un Jean, là, je viens rencontrer un Jean qui est un peu comme le jeune Boris il y a 10 ans. Smart, fit et avec l'énergie. » Il fait un peu avec un clin d'œil. Un peu de compliments au passage. Comment il s'appelle? Alan Roberts. Non, pas Alan Roberts. Alan Robertson. Comment il s'appelle? Putain, là, Andy Robertson. Andy Robertson. Pardon, Quand même. Andy. Pardon, Andy. L'homme qui fait Tip and Shaft en anglais. Exact. Andy Robertson qui m'appelle comme ça. Et, il n'est pas anglais, il est écossais. Hein. Écossais. Fais attention. Là, j'ai pris cher. Tu verras avec lui. Et mais bon, je suis son conseil. J'appelle tout de suite Will Harris. Et depuis ce jour-là, il est beaucoup autour de l'équipe, avec l'équipe, au sein de l'équipe. On fait la Jacques Vabre ensemble, le Fastnet ensemble, d'autres courses et là, le The Ocean Race ensemble. Au passage, en 2019, il y a la petite aventure avec Greta Thunberg, qui était quand même un sacré truc, en termes de médias, mais aussi en termes de polémique et tout. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton point de vue sur comment ce projet-là arrive et comment toi tu le vis? Oui, ma femme est un peu fait partie de cette histoire. Ma femme était professeure à l'école pendant 10 ans. Encore, comme 2019 en mars, elle a pris une année de sabbatical, une année de congé pour développer un programme éducatif autour de notre projet de voile. Parce qu'elle avait suivi le trophée Jules Verne, d'autres voyages avec Giovanni et tout ça, avec ses élèves, et elle a vu comme ça peut passionner les élèves que nous on part en mer, et eux puissent voir en temps réel est-ce qu'on est devant, derrière, et quel vent il y a, etc. Donc elle a beaucoup apprécié ça, elle a vu ce potentiel, elle a commencé à créer un programme éducatif et en même temps un programme scientifique avec les données récoltées qui sont en relation avec le réchauffement climatique. Et on commence à se donner un peu ce profil et aussi à s'intéresser à tout ça avec des scientifiques à Kiel, avec le Guillaumard, avec Martine Kramp de Brest ici, qui travaille pour l'UNESCO à l'époque. Et des trucs comme ça, elle travaille là-dessus. Et donc, le 17 mars 2019, on est tous les deux sur le vélo à Hambourg, on traverse la place principale pour aller au bureau pour organiser tout notre projet. Et pour elle, pour continuer à développer ce programme éducatif et environnemental. On tombe dans une folie de 10 000 enfants qui se ressemblent, c'est un vendredi, et c'est le grand Climate Strike, International Climate Strike. Et Greta Thunberg, on ne connaissait pas encore le nom, mais elle parle sur la scène. Et là, les 10 000 enfants sont calmes et tous les enfants sortent leur téléphone, ils filment Greta et c'est un moment de frisson. Et ma femme me dit, à l'école, avec les 20, 30 élèves, j'ai jamais vu un moment où ils sont tous attentifs comme ça. Ça les concerne, ça les tient au cœur, ça débloque une créativité. Ils ont tous fait leurs panneaux avec beaucoup de dessins rigolos et tout. Donc, super ambiance et super énergie. Et elle dit en rigolant, si jamais Greta doit voyager quelque part, vous pourrez l'amener en bateau, parce qu'elle veut pas faire l'avion. Et quelques temps plus tard, elle demande sur Twitter, je dois aller à New York, conférence UNO sur le climat, qui peut m'amener, etc. Donc, des copains, ils nous alertent de ça. Pourquoi vous ne proposez pas à Greta? Et on le fait et on ne le fait pas tout de suite. Là, à ce moment-là, je suis à Monaco avec Pierre et Holly, notre team manager, au bureau. Grande table, un bureau de Pierre à Monaco. Et on discute un peu le projet. Et dit Pierre, c'est pourquoi on fait la Jacques Vabre, on n'a pas de sponsor, etc. Tout est un peu... Mets le bateau au hangar. Et j'ai dit, OK Pierre, peut-être un autre truc à faire. Pourquoi on ne mène pas Greta Thunberg à New York? Comme ça, au moins, on s'en sert du bateau à faire quelque chose d'utile. Et en même temps, ça m'entraîne pour le Vendée Globe. Et il saute, la chaise tombe, il dit, super idée, tape avec la main sur la table, je vais venir, je vais annuler mes vacances. Ça, c'est une bonne idée, ça, c'est utile à faire. Et ça, c'est très important. On va faire ça pour Monaco et avec la fondation et tout ça. Et donc,
donc ça a vraiment basculé le projet d'un moment très difficile à une nouvelle énergie. Ah oui. Ça a donné du sens au projet. Le pire moment, en 2019, on ne savait pas comment avancer pour faire un Vendée Globe correct, quoi. Et là, ça n'a pas donné de l'argent, mais ça a donné une énergie et du sens. Et au moins, Pierre n'a pas dit arrêtez le bateau, on va le mettre au garage. On va dire ok, on navigue encore un peu, on verra après. Et là, on annonce ça, aussi avec des belles photos du bateau, avec le nouveau slogan A race we must win, etc. Climate action now. Et les gens prennent bien ça. Et là, tout d'un coup, on a aussi les entreprises qui nous appellent, qui disent Ah oui, ça déclenche tout, quoi. On veut bien vous sponsoriser sous condition qu'on a un selfie avec Greta Thunberg sur le ponton à New York. Et bien sûr, ça, on ne peut pas vendre ça. Donc, on doit dire non à toutes ces entreprises-là. Mais ça change quand même beaucoup de choses parce qu'en revenant de ça, il y a des entreprises, des gens, des entrepreneurs qui veulent juste parler avec nous, comment c'était avec Greta, comment c'était à New York, pourquoi vous avez fait comme ça, c'est quoi votre message, qu'est-ce que vous voulez dire, on est invité à la télé, le projet bascule vraiment dans une autre dimension de notoriété et ça permet aussi de trouver des sponsors derrière. Et comment tu vis les polémiques qu'il y a autour de cette action, les gens qui disent il a fallu, il y avait des questions sur les équipiers qui viennent en avion pour amener le bateau, sur le fait que c'était de la com. Enfin, il y a beaucoup de Greta Thunberg, il y a beaucoup de haters autour d'elle. On t'a pas du tout entendu parler, prendre la parole, t'as laissé ça passer. J'ai très bien vécu ça parce que je pense là, j'ai pu me reposer sur une ressource de mon enfance. Avoir grandi avec mon père intellectuel qui était très politique, très gauche, qui a adoré le discours. Et pendant les dîners avec lui et moi, on s'échange les arguments dans mon adolescence, on a fait des petites discussions politiques. Et donc, toi, j'avais ça en moi, j'adorais ça, d'une manière ou une autre. Donc, il y a des arguments pour, contre, machin. Donc, déjà, c'est bien, ça fait. T'es habitué au débat déjà. Oui, voilà. Et après, c'était pas si facile à répondre. Pourquoi on amène Greta Thunberg qui veut être sans émission? Donc, le voyage même, au départ du ponton de Plymouth, on part avec des Zodiac électriques. On arrive avec des Zodiac électriques à New York. On n'a pas émis du CO2. On peut avec le réchaud à gaz. Donc, ça s'était accompli. Donc, on ne s'attendait pas trop aux critiques que nous, on allait prendre des vols pour maintenir le bateau derrière et le ramener, etc. Mais c'était quand même une bonne question. Je ne savais pas trop comment répondre à ça. Et en rétroperspective, ça relève en fait très intéressant qu'on est dans cette situation paradoxale. On ne peut pas être neutre CO2, on ne peut pas être sustainable. C'est une transition et il faut animer et motiver cette transition. Et c'est ça l'essentiel de notre message aujourd'hui. Et c'était aussi l'essentiel du voyage symbolique que voulait faire Greta. C'est de mener cette discussion, de motiver et pour que les gens réalisent que ce n'est pas possible de vivre sustainable, durable entièrement. Et pas encore. Donc, et elle nous a aussi aidé à comprendre ça un peu, de dire il faut arrêter le noir et blanc. Tu peux pas être correct dans ce monde. Le monde n'est pas sustainable. Tu peux pas faire semblant qu'en mangeant vegan et pas prendre l'avion, quand même tu fais 10 tonnes de CO2 jusqu'en prenant l'eau et l'électricité à la maison. Et si tu utilises ton téléphone aussi, tu fais partie d'une société, d'une monde industrialisé où elle n'est pas sustainable, quoi que ce soit. Et donc, c'était super riche, l'échange avec elle, et humainement, mais aussi intellectuellement, de voir comment elle voit ça. Elle est vraiment un recul énorme, extraordinaire pour une jeune fille de 16 ans. Le recul qu'elle avait, c'était extraordinaire, de se dire... Tu vois, nous, on le demande pendant le voyage. Alors, comment il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre plein d'éoliens partout dans le monde? Et elle rigole. Il n'y a pas une solution. Vous êtes con, quoi. Tout va changer. Ça va changer la façon comment tu vas boire ton eau, quoi. Tout va changer. Tout va devoir changer. Et il va avoir toutes les solutions. Tous les éoliens, tous les panneaux solaires, l'hydrogène, tout le machin.
Il n'y a pas qu'une voie, il faut vraiment tout changer, il faut tout essayer. Il n'y a pas faux et mauvais, il y a que des bonnes... il faut mettre la bonne énergie et essayer à changer. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'elle ne prend pas cette parole publiquement. Elle n'a jamais se positionner sur comment apporter les solutions. Tu vois, là, je pense qu'elle a une énorme vision, mais elle n'ose pas trop l'exprimer. Elle a pris beaucoup de coups aussi. Donc, oui, c'est pas facile pour elle. Alors en tout cas, c'est un moment. Je ne savais pas à quel point ça avait été un moment clé dans ta campagne, en fait, Ouais. à tout point de vue, à la fois du point de vue de la notoriété et des sponsors qui vont arriver après, et ensuite du point de vue du message. On va passer au Vendée Globe, qui est quand même le morceau de bravoure, et puis le temps file. Tu vas arriver, le bateau est prêt, tu vas avoir de quoi faire un chantier d'évolution du bateau avec des grands foils. Enfin, au départ du Vendée Globe, ton bateau est l'un des bateaux de la génération précédente les plus aboutis, si ce n'est le plus abouti. Tu pars dans quel état d'esprit quand tu prends le départ du Vendée Globe? Tu pars pour gagner? Tu pars pour une place dans les 5? C'est quoi ton état d'esprit de faire cette course que tu as dans la tête depuis 25 ans, quoi? J'ai mis une feuille sous le pont. Donc, quand je suis allongé dans ma bannette, je l'ai en face de moi, bâbord et tribord, une côté en anglais, une côté en allemand, avec 8 phrases dessus, genre 8 objectifs. Peut-être 7 ou 6, je ne sais plus, mais c'était jouer un rôle dans la compétition. Je ne voulais pas juste être traîné derrière. Je voulais m'emmener dans la compétition, quoi que ce soit la position. Et deuxièmement, partager l'aventure, inspirer les jeunes enfants avec le projet de ma femme à travers des pleines écoles dans différents pays, revenir avec des données scientifiques importantes et finir la course à tout prix. 5, peut-être il y avait un 6e, prendre plaisir, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, il y avait vraiment multi-objectifs. Et ça peut dire que même si un objectif tombe sous la table, l'objectif de performer, tu as encore l'objectif scientifique ou partage de l'aventure. Et ça, pour moi, c'était une assurance mentale aussi. Si je casserais mon foil, je ne suis pas destiné à déprimer et tirer la gueule tout le long de l'Atlantique en remontant, mais je peux me dire, OK, tu as quand même 100 000 enfants à l'école qui suivent le projet, pas 100 000, 10 000, 15 000, quelque chose comme ça, qui suivent le projet. Et aussi, c'est super, même si c'est que pour les données scientifiques, ça vaut déjà le coup de faire ce tour du monde. Et ça, c'était très bien d'avoir ça. Et mon objectif officiel, c'était top 10. Et mon objectif un peu informel, c'était top 5. Donc, ça s'est bien passé. Donc, tu as rempli tous tes objectifs? Oui. À peu près? Oui. Tu as pris du plaisir tout le temps? Non, c'était pas sur la liste de prendre le plaisir. Mais je le mettrai la prochaine fois, je pense. Il faut prendre un peu plus de plaisir la prochaine fois. Parce que c'était pas facile tous les jours. Et la solitude, pour moi, c'est un problème, je sais pas, il faut que je gère ça un peu mieux. Et aussi ce bateau qui met toujours le nez dans l'eau, quoi. Le nez dans les vagues, au portant, qui bourrine, qui file pas. Et alors, ça a beaucoup influencé la construction du nouveau bateau, un peu plus rocké, arrondi, etc. On va y venir, juste, on va pas refaire tout le Vendée Globe, d'autant plus qu'en fait, sort ces jours-ci le récit de ton Vendée Globe, qui s'appelle Mon premier Vendée Globe, en français, qui a été écrit en allemand, et qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il n'y a aucun marin français qui fait ça en France. Hein. Aucun. Je veux dire, François Gabard, qui est une rockstar, quand il fait son livre, je crois que ça fait aux alentours de 20 000 exemplaires. Hein. Il y a Olivier de Kersauzon, qui fait plus de 250 000 exemplaires. Mais c'est une autre catégorie. Donc, c'est là où donc, si les gens qui veulent suivre ton Vendée Globe dans le détail peuvent se référer à ce livre-là. Mais là où je voudrais en venir, c'est que c'est l'impact incroyable qu'a eu ta course en Allemagne. Incroyable. Oui, incroyable. Raconte-nous un petit peu et dis-nous comment et pourquoi c'est arrivé. Alors, déjà, le voyage avec Greta a mis un peu de terrain de connaissances dans le public allemand. Ça a aidé certainement à préparer le terrain pour après s'exprimer. Et aussi les journalistes qui me connaissent depuis 10 ans, certaines journalistes dans le sport, dans la voile, etc.,
Et il y avait par exemple Niels Carben, c'est juste un exemple, c'est quelqu'un chez ZDF, la chaîne la plus importante, publique, télé, qui lui fait tous les sports, l'olympisme et la voile, etc. Il m'a connu très bien déjà pendant la Barcelone, il y a 10 ans avant. Et il a suivi un peu mon parcours, comment j'ai cherché toujours les sponsors, etc. Essayé de monter un projet. Donc, au mi-chemin du Vendée Globe, quand il captait de plus en plus mes vidéos déjà au bout de quelques semaines de la course, là, il s'est tellement investi dedans. Il a mis tous les week-ends en grand 15 minutes. Il a tous les soirs, il a fait quelque chose. Donc, il a mis ça dans le grand public. Aussi d'autres chaînes et d'autres journalistes que je connaissais. Donc, vraiment, ça se repose sur 5 journalistes qui ont vraiment fait un énorme boulot. Avec les ressources que j'allais donner, quoi. Les vidéos honnêtes, simples, où je parle au téléphone et je les envoie ça. Et ils utilisent ça pour créer leur petit reportage. Donc, comme ça, en même temps, il y a le Covid, il y a très peu d'autres sports. Le foot c'est ça qu'il faut arrêté. rappeler. Le foot est arrêté. Donc, le foot, c'est le sport numéro 1 en Allemagne, mais de loin. Ça prend 80% de la place dans les médias. Ça, c'était, je pense, pas très actif ou arrêté, où les stats sont publics, etc. Et aussi, le Covid, le lockdown, les gens, ils rêvent de voyager, ils pensent, ça les inspire. Imaginez l'horizon, le large, le voyage, tu vois, le Wanderlust, comment tu dis. Ils crèvent de sortir de chez eux, quoi, et ils ne peuvent pas voyager. Donc, tout ça tombe en même temps, ça fait que ça cartonne et que les gars là, Niels Carben, son chef de rédaction, il lui dit mets-moi 30 minutes la prochaine fois, parce que c'est l'émission la plus vue. Et ça, on n'a jamais eu ça dans le sport, qu'une émission est aussi vue. Je ne sais pas, j'exagère un peu, mais tu vois, c'était à l'intérieur des rédactions, à l'interne des rédactions. Ils ont ce retour, ça marche bien, fait plus. Donc, à la fin, on finit la course et il y a 3 chaînes qui font des documentaires d'1 heure. Et puis, tu es le seul allemand. Seul et premier allemand. Et premier allemand. Et puis, il n'y a pas cette concurrence. Et puis, tu es dans le paquet de tête. Et à la fin, les 2-3 dernières semaines, depuis le Cap Horn, un joli galop, une jolie remontada. Voilà. 12e au Cap Horn, premier pendant quelques heures, pendant un pointage premier près de l'équateur. Après, je me plante dans une petite truc empétolé. Et Charlie est encore à 20 nœuds, à plein balle. Il reprend 25 000, mais c'est pas très loin quand même. 50 000 peut-être d'avance. Sans refaire justement tout le Vendée Globe, c'est quoi le moment clé pour toi dans ce Vendée Globe où tu vois qu'il se passe quelque chose et que du coup tu peux vraiment faire un super résultat? C'est avant la zone tropicale, donc l'hémisphère sud au large du Brésil, près de Recife peut-être. C'est là où je remonte quasiment tous les jours, je gagne une place. Parce que j'ai le seul à avoir un bateau qui est nickel. Qui est nickel. La worklist est courte et on rigole avec le short team. Ça, vous allez vous ennuyer cet hiver. Il n'y a rien à faire, quoi. Pas de lashing cassé, rien frotté, pas de boot abîmé, nada, rien. Tout va bien. Ah oui. Et grâce à toutes, et tu vois, là, c'était aussi grâce à toutes ces navigations extraordinaires qu'on a fait. Une saison comme 2017 où on fait 2 fois l'aller-retour à Monaco, où la volonté d'aller à New York et retourner, chaque fois il y a des petites choses qui cassent et qu'on améliore. Et naviguer autant, ça nous a permis d'être le seul bateau au Cap Horn qui n'a aucun problème technique. On avait quelques-unes que j'ai résolues le long de la route, mais rien de grave. Un peu sur les voiles quand même. J'ai eu quelques coupures dans la grande voile. Non, mais c'était extraordinaire de sentir que ce bateau, en plus, aujourd'hui, il va très vite la 80 du vent. Entre 70 et 120, c'est un bateau super rapide, s'il y a un peu de brise. Et donc, c'est se remonter reaching, serré au près ouvert dans l'Alizé, le bateau allait super bien. Tu parlais de ta difficulté à supporter la solitude. Je crois que tu es à l'initiative du fameux groupe WhatsApp des coureurs et que tu étais très actif dessus, non? Exact, j'étais à l'initiative de plusieurs groupes WhatsApp. On a eu ça dans la classe GC32, en groupe de toutes les teams.
Et c'était super bien. On se dit, OK, on partage je sais pas, on a un logement, on a ci, on fait ça. Tu as une poulie, tu es un équipier, il faut ci, il faut ça. Donc ça, j'ai proposé au président de la classe, Antoine Mermot. On a fait ça pour l'IMOCA aussi, 2017, on a commencé ça. Et ensuite, j'avais proposé aussi ça pour les skippers. Aujourd'hui, il y a toujours la classe, le WhatsApp de la classe. Et ça, c'est pas mal, c'est un peu plus personnel que... Et il y a encore le WhatsApp des coureurs du Vendée Globe, les anciens? Vous l'avez gardé, le non? groupe existe quelque part, mais les gens écrivent plus rien parce que c'est souvent les bots, les téléphones du bateau et les numéros ont changé. Je sais pas. Il n'y a pas de WhatsApp des anciens du Vendée, quoi. C'était vraiment le groupe pour la course et c'était très chouette. Et des petites anecdotes, des petites rigolades. Et l'idée de ça venait de Giovanni Soldini qui m'a raconté. Tu vois, il fait un peu mentor aussi. Mm-hmm. Je lui demande préparation, comment il faut faire, qu'est-ce que je peux faire mieux. Et il m'a raconté un peu aussi ses aventures. Et dans son tour du monde en IMOCA, ils ont eu le UBS, comment ça s'appelle, SSP, là, le BLU, ou la radio. La radio, ouais. La BLU, ouais. La radio, BLU. Et donc, il y avait 17 heures tous les jours, TU. Tous les coureurs de la course se chattent pendant une heure ou une demi-heure. Et un coureur fait le routage pour l'autre, ou le dépannage, ou machin. C'était très familial à l'époque. Donc, l'idée, c'est basé là-dessus. Juste sur le Vendée aussi, dernier petit point, deux points encore, pardon. Il y a la collision avec ce bateau quand même, qui a failli ruiner tous tes espoirs. Donc ton bateau était en parfait état jusque-là, mais il arrive dans le chenal dans un état, avec le foil cassé, il est assez abîmé. Tu peux nous raconter un petit peu comment se passe ce moment-là T'as bien cru que c'était fini, quoi, que t'arriverais jamais. Non, ça j'ai pas pensé. De toute façon, j'étais 90 000 de la ligne d'arrivée. Le prince de Monaco, Pierre, Giovanni Soldini, plein d'autres copains de l'Allemagne, Mathias, etc. D'autres gens que j'ai cités pendant ce podcast. Ils ont été tous là, en train de se mettre de chercher leur ciré, de descendre dans la voiture vers le port, tu vois, de se préparer, parce que dans 4 heures, je devrais arriver, préparer les Zodiacs, etc. Et là, j'ai cette collision, donc choc pour eux aussi. Hein. Ils s'arrêtent, ils ne savent pas qu'est-ce que ça passe et tout ça. Moi, je dors. Je dors, je me réveille, bang, quelque chose se passe. Je sors et je vois une nuit très noire. Je vois cette mur de 10-15 mètres de haut, d'acier, et mon bateau qui craque un peu sur ce mur. Tout va très vite. La pire chose, c'est qu'en haut, sur le gréement du pêcheur, là, une grue qui sort un peu de leur coque, mon auban s'est pris, et mon génac qui tire encore vers l'avant, le pêcheur qui fait peut-être 4 nœuds, ou très peu. Donc mon bateau veut encore avancer, et ça tape un peu avec le foil contre le mur, et c'est coincé là-haut avec l'auban, et l'auban, en un moment, l'auban casse, et le bateau se libère, et saute vers l'avant, et continue à naviguer. Et c'est tellement d'adrénaline que tu te prends pas la tête. Hein. L'adrénaline, je fonctionne comme une machine. Chaque fois, quand il y a un truc un peu extrême, je reste relativement calme et je regarde. Je fais un peu un état de lieu avec la torche, la lampe à la main. Je regarde vers le haut. Okay, le mât, il est là. Il fait une grosse flèche au vent. Le génaqueur cassé en deux dans l'eau. Donc je ramasse ça comme un pêcheur, quoi, comme le filet. Je descends le reste du génaqueur. Et tout de suite, dans ma tête, c'est clair, il faut refaire une sorte de houban là. Peut-être une drisse, ça va être trop souple. Les drisses sont que du dynéma de 8 mm, ça ne va pas le faire. Donc il y a des étais bis, des câbles de remplacement sur ces bateaux. Si tu n'as rien devant, sur ton bout d'or, tu peux mettre quand même une câble structurelle qui peut aider le mât à être solide. Donc j'ai ça comme matière pour travailler. Je mets ça dans le hook, là-haut dans le mât. Et après, bien sûr, il est trop lent pour remplacer l'auban, mais ça me donne la matière pour tirer dessus. Et donc la solution est très simple. Je me fais des nœuds dans ce câble, des nœuds très simples. Et le bout
il y a un palin déjà sur le outrigger qui fait le écarteur, qui règle une voile très extériorisée. J'attache là, je peux mouliner avec le coffee grinder et je peux voir sur la jauge l'effort qu'il y a là. de tonnes. Il y a 0 au début, ok, je remets 6 tonnes dans le gréement, parfait. Donc tout ça se fait dans 1 heure de travail parce que remonter chaque fois sur le outrigger, faire les nœuds dans ce truc, ça faisait assez long. Mais au bout d'1 heure, c'est réparé. Et je remets le J3 et je fais ma petite vidéo, je parle un peu avec Holly et je vais relativement bien. Je ne suis pas à pleurer je suis très très clair dans la tête et je me sens bien, je suis sûr que je vais y arriver. Maintenant, je n'ai aucune idée à ce moment-là quel impact sur la perf. Donc je pense, oui, là, on est tellement serré, je vais être 10e, quelque chose comme ça. Donc, je commence lentement à faire mes calculs, qui arrive quand. Ah merde, peut-être tu peux mettre le J2 à essayer, comment le mât va se tenir. Le grand problème, c'est que le foil est entièrement cassé. Structurellement, ça ne tient pas, c'est juste un flap qui est là, mou dans l'eau, et que je ne peux pas le remonter non plus parce qu'il est explosé. Donc, ça freine dans l'eau et ça fait des mouvements violents dès que je fais plus que 7-8 nœuds. Et j'essaie avec des drisses et avec des cordes de dompter cette flappe dans l'eau. Et dès que je mets tension sur une drisse et je le tire par quelque chose, ça a arraché la drisse de caplage. Après, un autre padaille, c'était clair. La force est tellement trop élevée, tu ne peux pas tenir un bout de foil à moitié cassé comme ça dans l'eau. Donc, je suis censé gérer une vitesse qui va juste bien pour ça. Et je vois à peu près à quelle heure il faut arriver pour être jusqu'à 5e place avant Thomas Rouillon, devant Thomas Rouillon. Et je mets cette fenêtre sur Adrena ETA et je règle la vitesse à être jusqu'à 10 minutes, 10 minutes avant ça. Et j'aurais pu aller peut-être un peu plus vite en risquant que le foil se défait ou devient pire ou quelque chose, mais je ne savais pas encore que c'était la 4e place, je pensais que c'était la 3e place. Parce que ou non, je ne sais plus trop, de toute façon je m'en foutais de la place à ce moment-là. C'était trop compliqué à faire le calcul, parce qu'il y avait Jean Lecam qui rentre là-dedans avec ses heures de... Mais sans la collision, tu aurais pu faire, tu penses que tu aurais pu faire deuxième. Ouais. Bon, avec les compensations. Peut-être je me trompe, mais je pense qu'on avait fait le calcul après, j'aurais été 2e, je pense. Tu vois, en imaginant que je garde la même vitesse moyenne que j'ai eu à ce moment-là. Le vent n'a pas changé. Le vent était bien, il restait stable jusqu'à l'arrivée. Ouais. Et du coup, la collision, tu sais l'expliquer ? Il y a une alarme qui n'a pas marché, le pêcheur qui n'avait pas d'AIS, il y avait... Non, je pense... donc, on a un faisceau dans le mât, donc c'est une tube qui tire, puis qui garde un peu qui protège les câbles qui sont dans le mât. Et là, j'ai ma caméra infrarouge avec alarme, le radar et j'ai l'AIS. Tout dans le même faisceau. Ça marchait le matin de ces journées-là. J'ai fait des tests. En me rapprochant des cargos, j'ai checké est-ce que mes alarmes bien. Ok, je vais me coucher. Et après, on a trouvé que le faisceau a été... Avec la rotation du mât, les mâts sur ces bateaux, ils bougent. Mécaniquement, il était très abîmé et tous les câbles ont été cassés. Donc ça a dû arriver pendant la journée. Les câbles ont été peut-être cassés depuis longtemps, mais là, la rupture finale, vraiment là. Donc ça, c'était la raison importante. Et l'autre, c'était une connerie de dormir pile poil dans la zone où le continent remonte. Le plateau continental arrive. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a fait une course d'avant-saison, l'Arctique, la course Vendée Arctique. Et là, je me rappelle de venir en pleine conscience, d'être super bien, de préparer, que je sois proposé à ce moment-là. Et je pense que l'excitation de l'arrivée du Vendée Globe m'a fait faire cette erreur de me coucher au mauvais moment. Ouais. C'est le pire moment, de se coucher aux remontées de plateau continental. Mais bon, il fallait aussi faire tellement de choses jusqu'avant. Il faut aussi avoir un peu de lucidité pour l'approche. C'était ça l'idée. C'est être frais sur l'arrivée. Petite 15 minutes là pour être frais à l'arrivée, au rapprochement de la Terre. C'est toujours bien
de recharger les batteries. Et de toute façon, on est dépendant de ces alarmes et tu peux pas faire la veille en 24 heures. Donc, mauvaise chance et un peu Aujourd'hui, sur le nouveau bateau, on a fait 2 faisceaux dans le mât, qui alourdit le mât, qui nous pénalise un petit peu sur la perf. Mais pour moi, c'est important. On a un faisceau pour l'AIS, l'autre pour le radar. Et le troisième pour le radar et l'autre pour le Oscar, l'antenne infrarouge. Donc, il y a vraiment une redondance. Et en plus, il y a une deuxième antenne AIS sur l'arrière. Donc, triple redondance. Je suis devenu un peu maniaque de l'anticollision. Ça ne devrait pas t'arriver 2 fois. Est-ce que, comme beaucoup, pendant la remontée de l'Atlantique, tu prépares ton Vendée Globe suivant? Ou est-ce que tu sais, avant d'arriver, que tu veux repartir? Comment... Parce que tu vas enchaîner très très vite. Tu es l'un de ceux qui enchaînent le plus vite après l'arrivée. C'est Fabrice Amedeo qui me dit autour de Cap Horn ou non, dans l'Indien, je lui demande, Fabrice, comment tu as pu faire plusieurs Vendée Globe? C'est tellement merdique là. C'est vraiment dur. Comment tu fais? Solitude et on est là. Le bateau avance pas. Vraiment... Comment tu fais un autre, quoi? Je peux pas imaginer ça. Il me dit, tu vas voir mon garçon, à la ligne d'arrivée, c'est comme une piqûre de médecin, d'anesthésie, et tu vas rien plus vouloir que le refaire la course. Ah oui. Et c'est exactement ça. Donc, il m'a dit ça, et je me disais... Il exagère. Non, je me suis dit, je pense qu'il va avoir raison. Je ne le sens pas encore aujourd'hui, mais la ligne d'arrivée, je savais qu'il avait raison et qu'il n'y a aucun doute et il faut le refaire. Et tu attends beaucoup préparent le Vendée Globe suivant ou vendent leur bateau ou lancent la construction d'un bateau dans la remontée de l'Atlantique. Toi, c'est uniquement après l'arrivée. La vente du bateau, on a annoncé ça un an avant le Vendée Globe sur le site officiel. On était très conscients, nous, qu'on va vouloir faire The Ocean Race. On le dit, le Vendée Globe était encore un autre truc, mais la perspective était toujours de vouloir faire The Ocean Race, peut-être avec le même bateau ou avec un autre. Donc, notre rêve a été aussi de signer les contrats pour la suite du Vendée Globe, avant le Vendée Globe. Je pense que ça peut être quelque chose qui te rend très serein, parce que tu sais, oui, si un problème, c'est pas la fin de ton projet. Tout de suite. Et on n'a pas réussi à faire ça, mais donc on n'a pas tardé à attaquer cet objectif en revenant. Donc, dernière anecdote là-dessus, peut-être, si tu permets. Vas-y. 2 semaines, je suis à la maison et je suis sollicité de 8h à 8h toute la journée des interviews. Pas possibilité de penser au projet ou la suite. Il y a un coup de fil de Jean-Pierre Dick. Du numéro français, je décroche. Ah oui, c'est ça. Je l'ai lu dans ton livre. Et il me dit, alors Boris, tu as ton bateau là qui va bientôt arriver à Lorient et j'ai de la place dans mon hangar. Si tu veux, voilà. Je dis, ah non, on a déjà notre hangar. Par contre, Jean-Pierre, tu en as fait 4 Vendée Globe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour récupérer, pour me remettre bien et à quel docteur mental, à quel psychologue je peux parler pour me soigner un peu de toute cette intensité, toutes ces émotions. Il dit, Boris, il n'y a qu'un seul devoir pour toi, de reconstruire ton projet. Il faut signer des nouveaux partenaires au plus vite. Ça peut durer jusqu'en mai. Et une fois que tu as fait ça, tu peux parler avec tous les psychologues que tu veux, mais tu n'auras plus besoin. Il avait absolument raison. Il ne fallait pas attendre une journée de plus. Donc, j'ai appelé Oli. J'ai dit à Oli, le team manager. Oli, c'est Oli Kova, ton team manager. Le team manager. J'ai dit, Oli, Jean-Pierre Dick m'a appelé. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut arrêter toutes les conneries avec les médias. Il faut reconstruire le projet tout de suite. Il ne faut rien faire d'autre. On va tout arrêter, tout annuler, toutes les interviews. Je ne vais pas voyager pour faire tous les trucs de télé. Et on va trouver des partenaires tout de suite pour la suite, parce que sinon, ça va être difficile. Et c'est ce que vous avez fait? On a fait ça et le 12 mai, on a fait notre petite conférence de presse avec 7 partenaires, Construction Neuve, Ocean Race et Vendée Globe. C'est allé vite quand même. Voilà, là, du coup, tu surfes sur l'impact colossal que tu as eu en Allemagne. Oui. Tous tes partenaires sont allemands? Non, Suisse, Italien, Allemand, monégasque. Et il y a des nouveaux par rapport à la campagne précédente? Zurich est nouveau. L'assureur, Zurich, Allemagne. Et certaines ont été des partenaires déjà sur le Vendée Globe.
Et c'était l'impact, aussi notre énergie et notre conviction avec Holly. Là, il faut, tu vois, parfois tu cliques dans ce monde. J'ai dit à ma femme, excuse-moi, il faut faire ça. Après, on peut parler d'autre chose, mais je ne suis pas là. Il faut qu'on gère ça. Là, ça peut durer jusqu'en mai, mais il faut, désolé, deuxième Vendée Globe, deuxième défi, il faut qu'on construise un projet. Et je peux me reposer après. On va faire des énormes vacances en mai, à partir du 20 mai. Mais avant, il faut absolument qu'on fasse ça et qu'on démarre la construction du bateau, etc. Et voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas. Dans cet intervalle-là, tu trouves de nouveaux sponsors, tu signes de nouveaux contrats et tu lances la construction d'un nouveau bateau. On lance le design avec VPLP sans avoir des sponsors. On a des revenus sur un documentaire télé qui nous permet à payer les premières factures de VPLP. C'est étonnant aussi. Ça, c'est jamais vu, je pense. Et ça nous permet à commencer le design. Et donc, on a le design et la recherche des sponsors, la construction du projet en même temps. Avec Holly, on s'accroche, on se met derrière et c'est encore les temps de Covid. Tout se fait par téléconférence. Et c'est grâce à ça qu'on a le succès. Parce que sinon, les sponsors te disent il faut venir au siège dans 3 mois, etc. C'est perdu. Donc là, parce que c'est tout est par Zoom ou je ne sais pas, Skype, OK, petite 15 minutes pour pouvoir parler avec le PDG, le convaincre, etc. Et comme ça, on a pu rapidement... Oui, ça aurait été beaucoup plus long sinon. Oui, impossible sinon. Ton projet change de dimension quand même par rapport au projet précédent. Il y a plus de budget, j'imagine. Enfin, je comprends entre les lignes vu tous les nouveaux partenaires. C'est un bateau neuf. L'équipe aussi grossit beaucoup. C'était assez frappant quand on a vu la mise à l'eau. Même j'ai eu la chance d'être invité à un dîner chez Multiplast au pied du bateau quand vous avez dévoilé la coque pontée au printemps dernier. Il y a beaucoup de gens dans ton équipe. Enfin, il y a une vingtaine de personnes avec plein de langues différentes, plein de jeunes hommes, de jeunes femmes, des Français, des Anglais, des Allemands. Il y a vraiment de tout. Comment tu gères ce changement de dimension de l'équipe ? Est-ce que c'est toi qui manages ? Est-ce que c'est toi est-ce que tu deviens un peu plus pilote ou est-ce que tu es encore CEO de l'équipe ? Comment tu gères ce changement d'échelle ? Parce qu'on voit bien dans ton parcours qui est d'un éclectisme complet, même chose dans toutes les langues avec des caractères différents, et on voit ton adaptabilité entre le freelance qui bosse sur plein de projets différents et aujourd'hui le gars qui est à la tête d'une équipe. Comment tu gères ce changement de dimension ? Est-ce que tu aimes bien ça, de devenir patron de boîte en fait, et d'une assez grosse boîte ? Exact. Et j'ai toujours aimé ça dès mon diplôme, au moment de mon diplôme où j'avais les 2 tiroirs dans mon bureau. Je me suis dit, oui, devenir navigateur professionnel, c'est aussi le côté entrepreneurial, créer une petite boîte, gérer quelque chose. Donc, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas que de l'athlétisme. Tu vois, c'est vraiment multitâche. Pour ça, j'ai adoré la course au large parce que c'était mon varié, les challenges. Et je pense aujourd'hui, pour performer dans la voile, il ne faut pas que le bon skipper, il faut d'abord une bonne équipe. C'est vraiment 80% de la recette. Et il faut installer et créer une bonne équipe dans le long terme. Je pense une bonne équipe, ça se crée pas dans 2 ans, quoi. Ou 4, ça peut prendre beaucoup plus long que ça, plus longtemps. Et je pense aussi déjà aux prochains projets. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire en 2026, en autre Ocean Race, ou en 28 Donc, je veux vraiment aujourd'hui créer une équipe dans le long terme, créer une équipe qui peut grossir et performer ensemble. Et l'idée, c'est que nous, on a internalisé beaucoup de notre communication et activation parce qu'on a ce groupe de 7 partenaires et on les offre des prestations. Donc, on a toute une partie, un groupe commercial. Et c'est Holly Kova qui gère tout ça avec pas mal de monde. Et après, il y a la partie sportive et technologique. C'est Louis Viat qui chapeaute ça. Et donc, je m'en mêle parfois plus, parfois moins. Et ça, c'est pas toujours facile pour eux, que je suis toujours un peu là, mais après, c'est eux qui gèrent. Mais on essaye de le faire comme ça, tu vois, les deux qui gèrent ces 2 côtés. Et moi, je
je prends beaucoup de plaisir à toucher un peu à tout. Et je veux aussi créer l'équipe de voile, qu'elle soit autonome sans moi. Elle peut vraiment faire peut-être une Jacques Vabre sans moi, qu'elle puisse faire 2 étapes de la Ocean Race sans moi. Ça, c'est déjà décidé, planifié très précisément qui est quand et où, etc. Donc, et là, l'équipe n'est pas si grande que ça, tu vois. C'est impressionnant au moment d'une mise à l'eau, mais là, il y a encore beaucoup de monde qui sont de la phase de construction. Et la phase de construction, maintenant, elle est quasiment finie. Il y a encore des petites choses à ajouter au bateau, mais quasiment finie. Maintenant, ça va devenir plus en commando. Et c'est là où on se prend ce plaisir de voyager, de cohabiter, d'aller au bar. Hier soir, on était à la plage ici, à l'Armor, ensemble, avec une partie de l'équipe. Et je pense que ça c'est un truc très riche et très, très bien. Tu sais déjà ce que tu vas faire après le prochain Vendée Globe ? J'ai déjà mes idées, oui. Tu veux changer de support ? Non, mais j'ai vu pendant le design de ce bateau et la construction que quasiment la moitié des ressources financières et du temps, on dépense sur le design. Et donc, il faut absolument faire plusieurs bateaux du même moule et du même design. Il faut en faire idéalement au moins 2, au mieux 3. Parce que sinon, tu fais tout cet énorme travail de mise au point pour qu'un bateau. C'est presque dommage. Donc, la vision long terme, ça serait d'en faire 2. Ou trouver, 3 skippers, 3 équipes, ou avoir à l'interne 2 skippers, ou quoi que ce soit, mais de faire ensemble avec d'autres skippers qui se mêlent dedans à faire 3 bateaux. Donc une écurie, quoi, plutôt le modèle d'écurie. Oui, ou tu peux imaginer aussi 2 sister teams. 2 teams qui, là, aujourd'hui, il y avait ça dans l'histoire de l'IMOCA. Jean-Pierre Dick et Loïc Perron qui font leur sistership, et 2 fois d'ailleurs. Il y avait ça, mais il n'a jamais été jusqu'à la fin qu'on navigue ensemble, qu'on développe, qu'on exploite ensemble. En faisant du two-boat testing. Je pense que ça a été toujours, souvent déjà l'idée, mais bon, c'est un truc à encore explorer dans un avenir plus lointain. Très bien. Eh ben Boris, merci beaucoup. Merci d'avoir pris tout ce temps. On est quasiment à 3 heures. Donc, c'était passionnant de voir une trajectoire non franco-française, avec pas mal de français dedans quand même, mais pas que du français, au contraire. Et c'est ça que moi je retiendrai, c'est ta capacité à naviguer à la fois avec Joran Schumann et à la fois avec Francis Joyon ou Giovanni Soldini. Ça, c'était vraiment un passage hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'inaugurer cette 5e saison d'Into the Wind. Merci beaucoup. Et puis ça nous a rappelé aussi nos jeunes années. Il y a deux bonnes décennies. Si vous les avez suivis jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à nous faire vos retours, nous dire ce qui va pas, ce qui va bien. Voilà. On essaie de répondre à tout le monde. On prend toutes les critiques, on essaie de les écouter aussi et de progresser à chaque fois. Merci beaucoup. Salut Boris, merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!